Lundi 3 mars 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Yves Le Pestipon pour un classique au détail spécial autour du philosophe italien Vanini, exécuté place du Salin à Toulouse en 1619. Yves Le Pestipon était accompagné ici de Didier Foucault, professeur émérite d'histoire moderne à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa, spécialiste de l'histoire des libertins du XVIIe siècle et en particulier de Vanini et de l'histoire des sciences à l'époque moderne. Tous les deux s'appuyaient pour cette rencontre sur les actes d'un colloque qui s'est tenu en 2019 à Toulouse et publié aux presses universitaires du Midi, L'esprit de liberté à Toulouse au temps du Parlement. Bonne écoute. Bonsoir, on est très heureux, Didier Foucault et moi, de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche pour cette énième séquence des classiques au détail qui sont des rencontres que tous les mois j'organise autour de la littérature ancienne et une explication de texte en général. Mais aujourd'hui, c'est un classique au détail un peu particulier parce que si on reste bien dans les époques qu'on appelle parfois classiques, mais pas uniquement classiques, eh bien ce n'est pas une explication de texte. Quand même, on va lire un texte ancien, on va essentiellement présenter ce livre, les actes d'un colloque qui s'est tenu il y a quelques années et que nous avons dirigé. Didier Foucault, qui était professeur il y a peu de temps et qui est maintenant professeur émérite d'histoire, disons, du XVIIe siècle, d'histoire scientifique à l'université Jean Jaurès, et moi-même, colloque qui a eu lieu en 2019, on va revenir sur cela, et qui était à l'initiative à la fois de l'Académie des sciences et lettres et médailles et inscriptions, si on veut en rajouter, de l'université Jean Jaurès, avec la participation aussi de l'université de Toulouse-Capitole, et aussi, on va dire, de l'espace juridique de Toulouse, on reviendra un petit peu dessus, et aussi de la librairie Ombre Blanche, puisque ce colloque s'est organisé sur 3 jours. Il y en a une petite partie qui a eu lieu ici, une partie à l'hôtel de la César, une partie à l'ancien Parlement de Toulouse, voilà, et puis une partie à l'université Jean Jaurès. Et donc, on a essayé de faire que le colloque soit un peu dans la ville entière. Alors, ce colloque, donc, c'est un colloque. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un colloque pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à un colloque? Un colloque, parfois, c'est très, très ennuyeux. Ça peut être terriblement ennuyeux, c'est épouvantable. Mais bon, ça peut aussi avoir des aspects intéressants. Et celui-ci avait quelques aspects, on va le dire, un petit peu intéressants, en tout cas à nos yeux, de vieilles barbes, parfois un peu ennuyeuses. Un colloque, donc, c'est l'occasion pour des spécialistes d'un domaine, dans quelques domaines que ce soit, en géologie, en mathématiques, en physique, en histoire, en littérature, de se réunir entre gens qui ne se voient pas nécessairement tous les jours, parce que certains sont de la même ville, de la même université, mais d'autres viennent d'autres villes et de pays étrangers, se réunir autour d'un point particulier qui fait débat en mathématiques, en physique, en histoire, et là, un point particulier, disons, de l'histoire. Et donc ce colloque, il est quelque chose que l'université, en particulier Jean Jaurès, a l'habitude d'organiser. Bon, toutes les semaines, il y a plusieurs colloques à l'université Jean Jaurès de différents domaines. L'université Paul Sabatier fait aussi des colloques, l'université de médecine aussi. Et l'Académie des sciences lettres de Toulouse, qui est une académie qui est située à l'hôtel de la César, et dont j'étais le président, et je vois un ancien président qui est Hugues Chape, qui est dedans, qui lui est un professeur de la faculté de médecine, et puis un ancien président aussi, Pierre Lille, qui a participé à ce colloque. Donc on a décidé de faire un colloque comme on fait souvent à l'hôtel de la César. Tous les 2 mois ou 3 mois, il y a un colloque qui est organisé avec une finalité parfois de sciences dures, parfois de sciences qu'on appelle un peu plus molles, biologiques et autres, et parfois de sciences problématiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'histoire, la littérature ou autres, sur lesquelles le mot science parfois n'est pas toujours le plus adéquat exactement. Et donc ce colloque a eu lieu autour d'une question et d'une occasion. Il se trouvait qu'en 1619, et nous étions en 2019 à Toulouse, quelqu'un qui s'appelle Vanini, dont Didier Foucault est un grand spécialiste, et était, disons, exécuté, assassiné pour certains, sur la place du Salin, pour des raisons qu'il va vous expliquer un petit peu longuement et de manière dont il va vous expliquer quelques détails. On lira un texte à ce propos. L'idée, c'était de faire quelque chose autour de Vanini. C'est le point un peu de départ, puisque en 2019, nous étions 4 siècles après la mort de Vanini, et que ça pouvait être intéressant de revenir sur ce personnage. Mais
il avait aussi une autre idée, c'est de se dire peut-être il y a une question plus générale, qui est une question, on va dire, politique, à propos de Toulouse. Toulouse, c'est bien connu, depuis au minimum un numéro d'il y a une vingtaine d'années de la revue Autrement qui était consacré à Toulouse. Toulouse, c'est la ville de l'épicurisme, de la liberté, de la joie de vivre, de la sympathie, etc. Elle était classée très haut sur le pôle de la liberté. On va dire à certains égards, la ville qui combine Jean Jaurès, l'immigration espagnole, Serge Pey, etc. Donc une ville de gauche, hein, voilà. Bon, même si les maires sont régulièrement pas vraiment de gauche, mais enfin voilà, bon, c'est comme ça. C'est une ville de gauche, jeune, sympa et compagnie, et tout ça est repris régulièrement, y compris par la municipalité actuelle ou municipalité qui précède, avec une certaine zone d'exactitude. Il est bien vrai que Toulouse est à certains égards la ville de Jean Jaurès, que Toulouse est la ville qui a résisté à bien des égards, que la ville a connu évidemment l'immigration espagnole et a été un abri pour les républicains, et qu'il y a eu beaucoup d'artistes importants dans le XXe siècle qui ont circulé à Toulouse, et qu'on peut se dire en effet qu'à bien des égards, Toulouse est une terre d'envol, d'aviation, de liberté et compagnie. Et la question était, à partir de l'affaire de Vanini, qui est une affaire atroce, dont effectivement Didier va nous parler un peu dans les détails, mais aussi de l'affaire Calas, qui est aussi une affaire assez atroce, mais aussi un certain nombre d'affaires qui sont en particulier la répression des protestants à Toulouse de manière extrêmement régulière. Et si vous vous rendez au temple du Salin à Toulouse, vous avez la liste des gens qui ont été exécutés à Toulouse, et c'est pas une liste très sympathique, il faut le dire, voilà, exécutés, parfois torturés quelque peu, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre. Donc il y a un paquet de choses comme ça qui fait qu'on pouvait se poser la question de savoir si cette idée d'une ville, disons, de la liberté, de la joie de vivre, était une idée qui fonctionnait dans ce qu'un grand historien français qui s'appelle Braudel a appelé le temps long. Est-ce que effectivement ceci est tout à fait vrai? Et un certain nombre de questions se posent. Par exemple, vous savez qu'au moment de la Révolution française, Toulouse n'a pas été la ville la plus révolutionnaire du monde. Il y a eu à Bordeaux des Girondins, mais il n'y a pas exactement des Toulousains à Toulouse, en fait, tout à fait l'équivalent. Et au moment de la Restauration, on va dire réactionnaire, enfin catholique, royaliste, etc., évidemment, un certain nombre de grands personnages de la Restauration sont des Toulousains. Villèle, qui meurt à Toulouse. Rémusat, la rue de Rémusat qui est à côté. Les Bonald, on a des Bonald qui sont ici, voilà, et c'est très très bien, voilà, qui sont partis toulousains, il faut le dire, etc. Et donc ces penseurs-là, ces hommes politiques-là, sont des gens qui sont, on va dire, réactionnaires et qui sont toulousains, ou en partie toulousains au demeurant. Et en revanche, Robespierre ou Danton ne sont pas exactement des Toulousains, pas plus que Saint-Just et bien d'autres. Et par ailleurs, si on repense à la comparaison avec Bordeaux, c'était des choses qu'on avait comme ça au départ. Il y a à Bordeaux non seulement les Girondins, mais il y a au moins deux très très grands écrivains de la liberté à Bordeaux, qui sont Montaigne et Montesquieu. Donc au XVIe siècle, bon, Montaigne n'est pas qu'un écrivain de la liberté, mais c'est un des thèmes qui apparaît de sorte de manière. Et Montesquieu de manière très, très structurée politiquement dedans. Et à Toulouse, on ne voit d'abord pas d'aussi grands écrivains peut-être, à part nous, hein, voilà. Mais voilà. Mais on ne voit pas d'aussi grands écrivains dans l'histoire que Montaigne et Montesquieu et quelques autres au demeurant. Peut-être pas d'aussi grands peintres au demeurant, en dépit du fait qu'on a un très grand peintre qui va exposer bientôt. Et vous avez eu les tableaux qui ont été disposés, qui sont ceux de Philippe Vercellotti. On manque un petit peu de grands esprits toulousains qui ont développé une pensée à Toulouse. On a beaucoup de gens qui sont passés, Montaigne, Rabelais, Dolé et bien d'autres, mais ils ne sont pas restés véritablement pour des raisons diverses et variées. Et donc, la question que se posait, disons, le colloque au départ, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu mythologique, si on se place dans le temps long, sur cette idée que Toulouse serait essentiellement la ville de Jean Jaurès, la ville de l'immigration espagnole, la ville de la Révolution, la ville de la liberté, etc. Ce qui, par ailleurs, n'est pas faux complètement. Comment se fait-il, quelque part, puisqu'on se posait la question en termes aussi un peu politiques, comment se fait-il que cette ville, qui vote socialiste ou à gauche depuis bien longtemps, voilà, a régulièrement des maires de droite, et que sa principale institution poétique s'appelle les Jeux Floraux, qui est l'incarnation même de ce qu'on peut appeler la réaction, hein, voilà, depuis toujours. Par exemple, les Jeux Floraux ont célébré Victor Hugo, mais en 1817, c'est au moment où il est réactionnaire, mais ils se sont bien gardés de le faire quand il est révolutionnaire, ou en tout cas républicain, c'est-à-dire vers 1850, 60, 80, etc. Et donc là, on a une sorte de ligne qui apparaît, qui est interrogative, auquel on peut opposer un certain nombre d'arguments, mais quand même, il y a un certain nombre d'éléments qui vont encore... J'ai eu l'occasion de faire une émission de télévision, un film sur Adam Smith. Vous savez qu'Adam Smith, l'inventeur du capitalisme, parfois on dit, hein, voilà, de la richesse des nations, on passe à Toulouse au milieu du XVIIIe siècle. C'est là qu'il commence et qu'il écrit peut-être presque entièrement
entièrement le livre qui s'appelle « De la richesse des nations ». Et quand il écrit sur Toulouse à ce moment-là, il n'a que des mots très durs sur Toulouse, comme une ville de réaction, d'abominable. Il parle au canal du Midi, il part très vite respirer l'air pur du côté de Montpellier et du côté de Lyon, et puis ensuite du côté de Paris pour rencontrer des gens vraiment intéressants. Ici, le seul endroit où il se rend, c'est à des conférences de l'Académie des sciences de Toulouse. C'est notre honneur. On a eu Adam Smith parmi nos auditeurs. Voilà. Mais lui, il part très vite. Voilà. Et donc, il y a une espèce de discours qui tient et qui est tenu aussi par des gens de la Renaissance. Par exemple, on met dans la préface des cercles de colloque avec Didier Foucault une citation de Étienne Dolé, qui a eu de gros problèmes avec la répression à Toulouse, mais aussi ailleurs, et qui, on va dire, a mal fini ce point de vue-là, et qui, quand il veut caractériser l'esprit des Toulousains, dit ceci: on a pris l'habitude à Toulouse de traiter de luthérien quiconque fait preuve d'ouverture d'esprit, de finesse et tant soit peu d'intelligence. Aïe, aïe, aïe. Dans la mesure où on les considérait comme plus intelligents et pourvus d'une éducation supérieure, on les d'emblée soupçonnait d'autant plus sévèrement de l'hérésie luthérienne et exposés au blâme et à la censure. Donc Dolé est très dur pour les Toulousains, ce n'est pas nécessairement juste ce qu'il dit, mais en tout cas c'est un ton qui est donné de ce que certains appellent le Toulouse bashing, parfois il faut le dénoncer un petit peu, mais la critique radicale de Toulouse. Et quand on lit ce que Voltaire raconte des Toulousains dans l'affaire Calas, dans les textes qui accompagnent l'affaire Calas, c'est toujours une ville de dévots, pleine d'églises, enfin, etc. Et ça continue même quand Céline fait se promener son héros dans le voyage au bout de la nuit ici à Toulouse. Il leur fait visiter des cryptes sordides, etc. Tout le monde est complètement idiot, affreux. C'est le cas un peu chez Céline, mais c'est régulièrement le cas. Et donc, il y a une espèce de contre-discours discutable au demeurant, passe au discours, on va dire, moderne. Toulouse, ville de la liberté. Il y a un contre-discours qui est très ancien, qui a des enracinements dans les époques diverses, et aussi chez Rabelais. Au fond, quand on parle de Toulouse, on n'est pas dans l'idée qu'on va dans une ville de Jean Jaurès. Alors, ils auraient eu du mal au XVIIe siècle de se dire Toulouse est la ville de Jean Jaurès, mais ils ne le prévoyaient vraiment pas. Et par exemple, un des auteurs libertins qu'on a travaillé ici, un peu dans les classiques de détail, qui s'appelle Cyrano de Bergerac, qui n'est pas du tout de Bergerac, et encore moins de Toulouse, raconte dans un de ses romans, enfin il y a 2 livres qui s'appellent Les États de l'Empire de la Lune et Les États de l'Empire du Soleil, il fait décoller de la place du Salin à Toulouse, c'est un hommage à Vanini, dont va nous parler Didier dans quelques instants, il fait décoller une espèce d'icosaèdre, une sorte de fusée spatiale assez bizarre vers le Soleil, il a fait décoller depuis la place du Salin pour cheminer vers l'espace, on va dire, de la philosophie, à quelques égards de la liberté, vers le Soleil. Et donc il y a bien là quelque chose qui aussi, chez Cyrano, est une critique de Toulouse. Quand il décrit les rues de Toulouse, elles sont immondes, la foule est complètement abjecte, idolâtre, il n'y a que des crétins, etc. Voilà. Il n'y a pas à l'époque la librairie Ombre Blanche, ça c'est clair, voilà, ça c'est vraiment très clair. Alors, on se posait un peu ces questions-là, et ces questions, elles ont une zone d'impertinence aussi, parce que se poser la question de l'esprit de liberté dans des époques lointaines, à certains égards, ça n'a pas un sens très précis. Parce que pour nous, en tout cas, depuis la philosophie des Lumières, depuis la Révolution, depuis Victor Hugo, etc., depuis Jean Jaurès et quelques autres, la notion de liberté est assez forte, claire, politiquement située. C'est dans la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Le mot liberté a son sens. Et quand les Ukrainiens nous disent qu'ils se battent pour la liberté, on comprend ce qu'ils veulent dire. Voilà, et on voit très bien que Trump et ses copains ne sont pas des héros de la liberté. Et quand les Anglais manifestent, etc., c'est au nom de la liberté. Et donc la liberté est en fait une idée sur laquelle on n'est pas nécessairement d'accord précisément, mais une idée qui anime effectivement la modernité européenne et mondiale depuis plus ou moins le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, la Révolution française, etc. Il n'est pas aussi clair que des gens comme Montaigne, que des gens comme Rabelais, que des gens surtout comme les troubadour pensait en termes de liberté. Et même il est assez clair que ce n'est pas en termes de liberté qu'il pensait. Tout à l'heure, en discutant dans un café, le Florida, avec Michel Bagnard, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, de ces époques un peu lointaines, il disait que ce qui comptait pour les gens du Moyen-Âge, c'était le salut. En effet, c'est le salut et ce n'est pas la liberté. Et Toulouse était plutôt une ville de salut, en effet. Il suffit de faire le tour des Corsins à Saint-Cernin pour voir tout ce qui pouvait être efficace en termes de salut. Et donc, lancer cette notion de liberté dans les époques anciennes, c'est-à-dire antérieures à la Révolution française, c'est un objet qui risque de faire des dégâts. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir les mauvais mots parfois, quand bien même ce mot liberté apparaît, par exemple chez La Fontaine, chez Montaigne et chez bien d'autres, bien sûr. Par exemple, dans un vers de La Fontaine, hélas, que vaut la bonne chère quand on n'a pas la liberté. Voilà, donc il y a le mot liberté avec le sens que nous donnons donc plus ou moins aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessairement cette notion de liberté, une notion qui est répandue dans toutes les couches de la société. Et donc, on a un peu ce problème. Et donc, dans le colloque, on doit réfléchir évidemment sur ce que c'est que la liberté et ce que c'est que cet esprit de liberté. Et puis, quand on fait un colloque, il faut que cette
l'air un petit peu scientifique. Et donc, il faut se donner, si on fait un colloque historique, des bornes temporelles qui ont un certain sens. On ne peut pas se dire, on va réfléchir sur la liberté à Toulouse depuis la Tolosa antique, depuis, je ne sais pas, ce qu'on peut appeler les Gaulois, si vous voulez, depuis Vieille Toulouse, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'ils pensaient, les pauvres gens, à Vieille Toulouse, de la liberté? On ne sait pas grand-chose. Hein. On sent bien que ce concept n'a pas un sens extrêmement pertinent, même si on peut l'utiliser un petit peu, dans les époques qu'on appelle médiévales. Donc notre propos, c'était de se dire, sur un temps long, mais qui serait pour l'essentiel le temps d'avant la Révolution, mais pas nécessairement dans les époques les plus anciennes, hein, l'époque préhistorique, l'époque de Jean Vaquer, qui a fait un livre dans la collection que dirige Didier Foucault. Bon, cette notion de liberté, bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils en pensaient, voilà. Mais bien sûr, il fallait trouver quelque chose qui fonctionnait pour Toulouse. Or, il se trouve qu'à Toulouse, il y a une institution très importante, parfois un peu obligée aujourd'hui, qui est le Parlement. Le Parlement n'est pas le Parlement dans les époques anciennes, au sens où on parle du Parlement, c'est-à-dire pour nous maintenant l'Assemblée nationale, ou la réunion éventuellement de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais on va dire une chambre de justice. Et il se trouve qu'il y en a une très importante pour le sud de la France, qui est située à Toulouse. Et donc effectivement, il y a là des quantités d'arrêts qui sont rendus, avec des modifications des termes, etc. Et tout un personnel qui est là, qu'on appelle les parlementaires, qui sont des gens qui tournent, qui gravitent autour du Parlement. Et du coup, à Toulouse, il y a effectivement une fortune parlementaire, un quartier parlementaire, des hôtels du Parlement. Et par exemple, quelqu'un comme Pierre Fermat était un parlementaire. Et donc, il y a une institution qui a une durée et qui correspond aux époques qui nous intéressaient à peu près, c'est-à-dire le Parlement se constitue à la fin du XVe siècle, il existe au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et puis il est interrompu, arrêté par la Révolution française qui renonce à cela. Et donc, en gros, le Parlement, en très gros, c'est XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, un petit peu avant, et ça correspond à une période longue, donc 3 siècles et un peu plus, et puis cette période qui nous intéressait quant à nous, c'est-à-dire quelque chose qui est antérieur à la Révolution française, où les questions vont se poser autrement après la Révolution française, avec la fin de la Révolution, l'arrivée des armées anglaises après la bataille du 1814. Vous savez que les Toulousains ont accueilli avec enthousiasme les armées anglaises, espagnoles, etc. Ils étaient royalistes pour l'essentiel, et voilà. Et donc là, les choses se posent différemment, très différemment, elles se posent évidemment très différemment, à partir, disons, de Jean Jaurès et des gens qui l'accompagnent, qui le suivent. Il y a un petit livre dans la collection, justement, autour de la commune de Toulouse. Bon, on est à la fin du 19e, enfin, le dernier tiers du 19e siècle. Là, les choses se posent différemment. Et donc, notre idée, c'était de prendre des époques antérieures, d'où le titre de ce colloque, l'esprit de liberté, notion un petit peu flottante, voilà, un peu discutable historiquement, au temps du Parlement, parce qu'on avait en gros des bornes temporelles qui nous amenaient jusqu'à la Révolution, ou un petit peu avant la Révolution, et qui nous permettaient de balayer les 3 siècles et un peu antérieurs, qui nous intéressaient pour l'essentiel. Et par ailleurs, effectivement, les parlements ont quelque chose à voir avec la liberté. Non pas qu'ils soient en soi des défenseurs de la liberté, mais il y avait bien des défenses, il y avait, on va dire, des droits des gens qui étaient jugés. Voilà, on ne condamnait pas à mort les gens comme ça sans discuter. On le voit bien avec l'affaire Calas, par exemple. Il y a des avocats, il y a des règles et compagnie. Et les parlementaires aussi défendent leur propre liberté, en partie face à la monarchie, mais aussi face au Capitoul. Et on ne sait plus à l'hôtel de la César, dans la salle Clément Ciseur, à mettre face à face un Capitoul et un parlementaire pour qu'ils puissent s'engueuler dans la suite infinie des siècles, voilà, tranquillement, puisqu'ils étaient en rivalité, en conflit, mais en partie au nom de leur propre liberté. Chaque institution, comme on le voit aujourd'hui, le conseil municipal est toujours un peu en lutte avec le conseil départemental, qui est toujours un peu en lutte avec le conseil régional, et puis dans tous les sens, et avec l'État, voilà, parce que chacun défend ses droits, ses libertés, etc., de manière ou d'une autre. Et donc, le Parlement avait à plusieurs titres partie liée avec cette idée de liberté, et ça nous intéressait de ce point de vue-là. Du coup, dans les actes du colloque, enfin, des gens qui ont participé à ce colloque ont traité des questions assez différentes. Chacun parle un petit peu de ce qu'il connaît, parce qu'il est juriste. Il va plutôt parler du Parlement lui-même en tant qu'institution, parce qu'il est, comme Philippe Chometti, le directeur actuel des PUM, qui sont les presses universitaires du Midi qui ont présidé à cette publication. Il va parler plutôt de Lucrèce, qui est un auteur romain, mais qui est comme une sorte de figure de la liberté à partir du XVIe siècle, en gros, à l'époque où on le redécouvre, parce que c'est un auteur qui va intéresser beaucoup les libertins à bien des égards, et donc voir quelle est la présence de Lucrèce à Toulouse, c'est intéressant. Moi, j'avais pris un type qui s'appelle Jean de Pince, qui est un prélat érasmien, c'est-à-dire un modéré dans cette période de critique religieuse très forte entre les catholiques et les protestants, et qui essaie de trouver des équilibres,
et qui pense un petit peu les choses. Un autre qui est le pasteur Jean-Pierre Nizet, qui était pendant des années le pasteur du temple du Salin à Toulouse, donc le pasteur de Toulouse, et aussi le pasteur de Théocète à Toulouse, a fait un commentaire de la plaque qui se trouve à l'entrée du temple du Salin, donc avec ces noms de protestants qui ont été exécutés à Toulouse, et donc essayer de retrouver un peu qui sont ces gens, qui sont ces frères qui ont été pendus. Donc des historiens plus stricto sensu, comme Jean-Luc Lafont, qui est aussi un membre de l'Académie et qui est maître de conférence, je crois, à l'Université de Perpignan et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire des villes au XVIIe et XVIIIe siècle, s'est intéressé à l'affaire Calas, mais à partir de espèce de biographie d'un personnage qui est, on va dire, l'accusateur de Calas, le mauvais bougre. Il s'appelle Baudrigue et il essaie de comprendre comment ce Baudrigue n'est pas, je sais pas quoi, un salaud, un nazi, un SS ou je sais pas quoi de ce genre, mais comment, en gros, il fait son boulot et comment on peut comprendre comment il fait son boulot et comment, en fait, il mène son enquête, peut-être à tort, mal faite, enfin, a posteriori, mais que si on le situe dans le temps, c'est certainement pas un SS, enfin, quelque chose comme ça, voilà. C'est pas non plus le portrait qu'en fait Voltaire, précisément, ou autre. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'articles, par exemple, Pierre Lille, qui je crois est dans la salle, qui est un médecin et qui est aussi membre de l'Académie, s'intéresse à un médecin du passé et donc les questions de liberté. Il y a des questions sur les grands massacres de protestants à Toulouse, et vous savez que donc on a tué autour de 1562 beaucoup de protestants à Toulouse, et oui, voilà, les Toulousains étaient plutôt catholiques, il y avait pas mal de protestants, donc on les a massacrés, voilà, c'est comme ça. Mais non seulement on les a massacrés, mais on a fait des fêtes pendant des siècles qui s'appelaient les fêtes de la délivrance, parce que les catholiques ont gagné, hein, voilà. Et donc ces fêtes sont appelées les fêtes de la délivrance. Au mois de mai, si je me souviens bien, c'est ça, voilà, 13 ou 14 mai, quelque chose comme ça. On se réunissait à Toulouse, on faisait des grandes fêtes pour se souvenir avec joie qu'on avait massacré un bon paquet de protestants. C'est au moment de la Révolution française qu'on a dit on se calme les gars, on arrête de faire ça. Et donc une spécialiste d'histoire qui s'appelle Marie Perny s'est plongée dans ces questions de qu'est-ce que c'est les fêtes de la délivrance, comment c'est repris d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi comment ont été représentées des choses liées avec les protestants et avec leur massacre. Par exemple comment dans la peinture, Rivals et ou autres ont pu représenter ou ne pas représenter un certain nombre de choses. Donc ce sont des articles qui sont divergents. Michel Bagnères, lui, s'est intéressé à ce qui l'intéresse a priori, hein, c'est-à-dire plutôt les époques médiévales anciennes, avec ces problématiques qui sont difficiles autour de la liberté, bien que le mot concept de liberté n'aille pas très bien dedans. Je n'ai pas fait le tour de tous les articles, mais c'est à peu près ce paysage-là. Donc les juristes se sont intéressés vraiment aux histoires de droit, comment fonctionne le Parlement à Toulouse, Clairfort et quelques autres, Azéma ou autres. D'autres se sont intéressés à vraiment les questions historiques très précises pour établir, non pas la vérité absolue, mais avancer un petit peu sur qui est Baudrigue ou d'autres, ou pour s'informer. D'autres ont fait des choses un peu plus commémoratives, comme le pasteur Nizet. Et donc ça donnait un colloque qui était intéressant parce qu'il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient des choses à se dire parce que ce qui les intéressait, c'était une question commune. La question commune était, est-ce qu'on peut se dire que Toulouse a été une ville de liberté ou plutôt une ville de répression? Est-ce qu'on peut nuancer le point de vue? Parce que la question est évidemment à nuancer. Il n'est pas du tout certain que Toulouse n'ait été qu'une ville de répression et on n'est pas obligé de croire Dolé. Effectivement, il y a eu de beaux hôtels particuliers construits à Toulouse, il y a eu des poèmes de la liberté, il y a eu des gens qui ont fait, comme les Méline Brienne, de magnifiques monuments et qui étaient, on va dire, des libéraux au XVIIIe siècle. Donc les choses sont un peu compliquées, mais il y a comme une sorte de mythe qui s'est construit à la fin du XIXe et surtout au XXe siècle, qu'on peut interroger sur le temps long. Quand on fait un colloque, une fois qu'on s'est réunis, qu'on a mangé au restaurant, donc on a mangé 3-4 fois au restaurant, c'est assez agréable, on a pris des petits fours, etc. On passe à un deuxième temps qui est d'essayer de publier les actes de ce colloque, pour que le colloque ne soit pas simplement un moment très court pendant lequel une trentaine de personnes se réunissent et se racontent des histoires et prennent des pots ensemble à la fin du colloque. Et parfois, ce n'est pas le cas, je crois, mais il y a des histoires d'amour même dans les colloques, etc. Des choses comme ça. Très bien. Une fois que c'est fini, le rideau est tombé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on fait d'habitude après un colloque, on essaie de publier des actes du colloque. Les actes du colloque, c'est-à-dire prendre les communications telles qu'elles ont été dites, mais éventuellement corriger à partir des discussions qu'il y a eu dans le colloque, des reprises diverses et variées. Les auteurs vont modifier un peu leurs propos, réfléchir un petit peu, de manière à publier ensuite, sous la forme d'un volume qui restera dans la suite infinie des siècles, dans les librairies et dans les bibliothèques universitaires du monde, les actes de ce colloque, pour qu'il y ait ce qui a pu être dit d'un peu intéressant dedans, d'un point de vue qu'on peut dire scientifique, puisse rester à la disposition des chercheurs qui ensuite pourront dire ils étaient complètement nuls à cette époque. Nous, on pense que Baudrigue était vraiment un salaud, que Jean Despins n'est pas du tout comme vous l'avez dit, que Lucrèce n'était pas du tout... Enfin, peu importe, ils trouveront autre chose, mieux, plus finement. Ils
modifieront la problématique, mais le livre existera. Alors, quand on publie les actes d'un colloque, commencent des choses difficiles. On s'en est occupé un peu avec Didier Foucault. La première chose difficile, c'est évidemment les gens qui ont participé dans le colloque. Il faut leur écrire, cher ami, voilà, est-ce que voilà. Donc, il faut un certain temps. Puis, il y a eu un événement mondial qui était la Covid. Et donc, la Covid, elle nous a cassé un peu les jambes, etc. Puis, effectivement, les presses universitaires du Mirail, et en particulier la collection que dirige Olivier Guerrier, qui est quelque part là-bas au milieu, étaient d'accord pour publier effectivement l'ouvrage, mais le temps que les vérifications, une fois que les articles ont été faits, que les fautes d'orthographe ont été corrigées, les bévues, etc., les modifications, il faut du temps. Enfin, tout le monde est un peu paresseux, on procrastine en général, etc. Et donc, il a fallu, à partir de 2019, atteindre début 2025 pour que ce livre, tant attendu par la foule en liesse, paraisse. Mais sont dressés contre nous à la fois nos paresses, nos fatigues, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine, pour parler un peu comme Baudelaire, mais aussi la Covid. Enfin, le monde entier s'est dressé contre nous. Mais grâce à l'université Jean Jaurès, grâce à l'académie, grâce à des finances diverses et variées, et grâce aussi à la librairie Ombre Blanche, le livre est enfin là. Voilà. Donc il y a deux parties dedans. Une partie dont je vous ai parlé un petit peu, donc qui est effectivement un peu sur toute cette époque-là, et une partie qui est centrée sur Didier Foucault. Non, sur Vanini. Didier Foucault n'a pas été exécuté. Et on a mis en exergue une petite image qui vient d'une édition de Cyrano de Bergerac, effectivement, des États et des Empires du Soleil, où on voit décollant au-dessus de la place du Salin, peut-être de la tour romaine qui n'est pas très loin, l'espèce d'icosaèdre qui monte vers le soleil. Ça nous semblait un bel emblème, parce que d'un côté, il y avait cette idée que Toulouse est la ville de l'envol, la ville de l'aviation, et que ça remonte bien avant Airbus et même Lotec-OR et compagnie. Donc il y a vraiment ça dedans, voilà. Et puis ce livre est une sorte d'hommage à Vanini, une sorte de résurrection de Vanini, fait par Cyrano de Bergerac, qui n'est pas le Cyrano de Bergerac de Jean Rostand, mais qui lui est né en 1619, c'est-à-dire au moment où Vanini est exécuté. Alors, je vais vous lire, avant de laisser la parole à Vanini, décidément, je veux que ce soit Vanini, mais au bout d'un moment, l'universitaire devient l'homme de Vanini, ou l'homme de La Fontaine, ou l'homme de Victor Hugo. Je vais vous lire un petit texte qui décrit l'exécution de Vanini, son procès, et donc est un texte ancien, tel qu'il est rapporté dans les annales rédigés par les capitouls de Toulouse. Et donc c'est un texte à peu près contemporain. Et voilà ce qu'on dit à l'époque de l'exécution de ce Vanini, athée et blasphémateur du nom de Dieu. Le jeudi second jour du mois d'août 1619, sur l'avis qui fut donné aux 10 seigneurs capitouls, fut pris dans la maison des héritiers de Fenoales, au capitoulat de la Dorade, et constitué prisonnier par les sieurs d'Olivier et Virazel capitoul, et conduit à la maison de ville un jeune homme, soi-disant âgé de 34 ans, natif de Naples, en Italie, se faisant nommer Pomponio ou Sciglio, déféré d'enseigner l'athéisme, duquel ils étaient en quête il y avait plus d'un mois. On disait qu'il était venu en France à dessein de tenir cette abominable doctrine. C'était un homme d'assez bonne façon, un peu maigre, le poil châtain, le nez long et courbé, les yeux brillants et aucunement hagards, grande taille. Quant à l'esprit, il voulait paraître savant en la philosophie et médecine, qui était l'office qu'il se disait professer. Il faisait le théologien, mais méchant et détestable s'il en fut jamais. Il parlait bien latin et avait grande facilité. Néanmoins, vraiment ignorant parmi les doctes en toutes les dites sciences. Et comme la parole découvre le cœur, pour si fort qu'on le veuille cacher, il arriva qu'étant souvent fois entré en dispute avec certains des plus grands théologiens de cette ville, il fut découvert pour tel qu'il était. Et quoique par ses paroles il tâchât de déguiser son dessein, il fut découvert pour tel qu'il était, et quoique par ses paroles il tâchât de déguiser son dessein, malgré lui cette petite artère qui va du cœur en la langue évaporer ses plus secrètes pensées et lui porter du cœur en la bouche et de sa bouche aux oreilles des gens de bien des paroles pleines de blasphème contre la divinité. Ce qui fut cause que, quoique lorsqu'il fut fait prisonnier, on ne l'eût trouvé saisi que d'une Bible non défendue et de plusieurs siens écrits qui ne marquaient que de questions de philosophie et de théologie, le Parlement, averti et très assuré de ses secrètes intentions et maximes damnables, très pernicieuses pour les bonnes mœurs et pour la foi, qu'il avait tenu en particulier, le fit remettre le 5e du dit mois d'août des prisons de la maison de ville à la conciergerie du palais, où il fut détenu jusqu'à ce qu'on eût trouvé preuve suffisante pour le convaincre et lui parfaire son procès. Car le samedi 9e du mois de février en suivant, la grande chambre et la tournelle assemblée fut donné arrêt au rapport de M. de Cattel, conseiller au dit Parlement, par lequel il fut condamné à être traîné sur une clé,
droit à l'église Saint-Étienne, où il serait dépouillé, en chemise, tenant un flambeau ardent en la main, la corde au col, et tout à genoux devant la grande porte de la dite église, demanderait pardon à Dieu, au roi, à la justice, et de là, faisant le cours accoutumé, serait conduit à la place du Salin, où, assis sur un poteau, la langue lui serait coupée, puis serait étranglé, son corps brûlé et réduit en cendres, ce qui fut exécuté le même jour. Il faisait semblant de mourir fort constamment en philosophe, comme il se disait, et un homme qu'on n'appréhendait rien après la mort, d'autant qu'il ne croyait point l'immortalité de l'âme. Le bon père religieux qui l'assistait estimait l'émouvoir en lui montrant le crucifix et lui représentant les sacrés mystères de l'incarnation et passion amère de notre Seigneur. Mais ce tigre aveuglé et opiniâtre en ses fausses maximes méprisait tout et ne voulut jamais le regarder, mais accourait à cette mort ainsi qu'à sa dernière fin, s'imaginant que ce devrait être le remède de tous ses maux, après laquelle il n'aurait plus rien à craindre ni à souffrir. Il mourut donc un athée. Aussi portait-il un cartel sur ses épaules où ces mots étaient écrits « Athée et blasphémateur du nom de Dieu ». Ce monstre, par sa mauvaise fin, attira sur soi l'exécration et malédiction de tout le peuple, ne pouvant souffrir ce prodige à une saison où notre religion catholique, apostolique, romaine, est en sa fleur et plus grande vigueur. Yves Le Pestipon et Didier Foucault lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche lundi 3 mars 2025 autour de Vanini et de l'esprit de liberté à Toulouse au temps du Parlement, aux presses universitaires du Midi. Effectivement, l'un des objets de ce colloque était de commémorer le 400e anniversaire de l'exécution de Vanini, qui vient de vous être rapporté à peu près comme on la connaît. On a d'autres témoignages de cette exécution, car ça a fait quand même un certain bruit, notamment l'attitude très arrogante que le condamné a eue. Très souvent, le condamné se repent au dernier moment, avoue ses fautes, essaie de se réconcilier avec la religion. Là, au contraire, Vanini, qui a essayé de se défendre pendant le procès, lui va, une fois que le verdict est tombé, va ôter le masque, si je puis dire, et se révéler tel qu'il était, c'est-à-dire un athée opiniâtre, comme dit le texte. Et il va manifester cela de façon publique. Les exécutions étaient publiques, puisque, comme le récit le montre, on part de la place du Salin, on part du Parlement, à côté de la place du Salin, c'est-à-dire le palais de justice actuel. On va jusqu'à Saint-Étienne. Là, Vanini est nu, en chemise, avec une corde au cou, attaché sur un traîneau, traîné par des chevaux. Devant la cathédrale de Saint-Étienne, il doit faire l'amende honorable, c'est-à-dire demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Et là, il refuse de demander pardon à Dieu, en disant qu'il ne savait pas si Dieu existait. On réussit quand même à le convaincre. Il dit « Je demande pardon à Dieu s'il y en a un ». Ensuite, demander pardon au roi. Il dit « Je veux bien demander pardon au roi car je ne l'ai jamais offensé ». Et demander pardon à la justice. Il refuse de demander pardon à la justice. Et il dit « S'il y avait un enfer, j'enverrais volontiers tous les juges du Parlement ». Et ensuite, il fait des blasphèmes contre Jésus, contre la Vierge Marie, jusqu'à son lieu de supplice, puisque depuis la place Saint-Étienne, ensuite, il remonte par la rue Croix-Baragnon, par la rue Pharaon, jusqu'à la place du Salin, où là, effectivement, il est attaché. Sa langue lui est arrachée. On dit qu'il a poussé un cri qui ressemblait au mugissement d'un bœuf, on le comprend, dans ces conditions. Et puis, il est étranglé, il n'est pas brûlé vif. Il est étranglé, c'est-à-dire que c'est une marque un peu de modération. Son corps est brûlé sur le bûcher pour que ses cendres soient dispersées au vent, c'est-à-dire qu'il ne reste plus aucune trace de cet individu exécrable. Voilà donc la fin de Vanini qui a beaucoup marqué les esprits et grâce à cela, on a un certain nombre de relations. Malheureusement, le séjour à Toulouse, qui est un séjour assez bref, est assez mal connu. Est assez mal connu tout simplement parce que l'on n'a pas les pièces du procès.
Quand je dis on n'a pas les pièces du procès, on ne dispose pas des pièces du procès qui existent peut-être, puisque dans les dépôts des archives départementales qui se trouvent au bord du canal, il y a des dizaines de milliers de sacs de procès. Après la fin d'un procès, on enfermait dans un sac toutes les pièces du procès, c'est-à-dire les témoignages, les interrogatoires et les pièces ultimes du procès. Et ensuite, on les rangeait. Comme il y a eu plusieurs déménagements, il y a eu aussi quelques accidents, inondations, incendies, etc. Des pièces ont certainement été perdues, peut-être le procès de Vanini, mais comme il en reste des dizaines de milliers qui n'ont pas encore été inventoriés, peut-être qu'un jour, demain, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, quelqu'un tombera dessus et pourra là dire beaucoup plus de choses que ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le séjour de Vanini à Toulouse. Alors Vanini, peut-être pour le présenter, car on a déjà à travers sa mort une certaine idée du personnage, c'est un homme, comme dit le texte, qui avait 34 ans lors de son procès. Il est né en 1585 dans le royaume de Naples, et plus précisément à côté de la ville de Lecce, c'est-à-dire en fait dans le talon de la botte et le sud de la Pouille actuelle. Il appartenait à une famille relativement aisée. Son père était au service d'un grand seigneur napolitain. Sa mère était d'origine espagnole et appartenait à une famille de financiers espagnols. Le royaume de Naples, il ne faut pas l'oublier à cette époque, était une dépendance des rois d'Espagne. Et donc, grâce à cette situation relativement confortable, il fait des études et il se retrouve vers 1600 à Naples, à l'université de Naples, pour faire des études de droit civil et droit canon. Au cours de ses études, d'ailleurs, il va un peu bifurquer, il va recevoir le doctorat de droit, mais il va aussi entrer dans les ordres, il va devenir carme et prédicateur. Pendant plusieurs années, donc, on a quelques traces de ses prédications, mais on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, si ce n'est qu'on le retrouve autour de 1610 à Venise, qui sortait d'une très grave crise de conflit avec le pape. Et Vanini donc fait plusieurs prêches dans de grandes églises de Venise, prêches qui sont très mal perçus par le général de son ordre. Très certainement, il a pris position pour les Vénitiens contre le pape, et donc on lui enjoint de regagner Naples pour des mesures disciplinaires, et à Naples, il y a l'Inquisition. Donc, de peur d'être mis entre les mains de l'Inquisition, il prend contact avec l'ambassadeur d'Angleterre, s'enfuit à Londres, et à Londres, il se convertit à l'anglicanisme. Il se convertit à l'anglicanisme. Il est reçu d'ailleurs dans des conditions très très favorables, puisque son abjuration et sa conversion est publique devant l'archevêque de Canterbury, c'est-à-dire le premier personnage de l'église anglicane après le roi. Et il est reçu aussi, il y a Francis Bacon, qui est un grand philosophe qui sera d'ailleurs chancelier d'Angleterre quelques années plus tard. Donc on donne du relief à cette conversion d'un religieux catholique qui devient anglican, qui devient protestant. Il devient l'hôte de l'archevêque de Canterbury et il vit dans la résidence de l'archevêque de Canterbury pendant 2 ans. Le problème pour Vanini, et là ça rejoint un peu la question de la liberté, c'est que très certainement il avait quitté le catholicisme pour trouver des conditions préférables, plus favorables pour développer ses idées. Et il s'aperçoit qu'en Angleterre, eh bien, les protestants sont aussi intolérants que les catholiques. Et très rapidement, donc, il va reprendre contact avec la papauté de manière secrète, par le biais de l'ambassade d'Angleterre, réussir à gagner la Belgique, Bruxelles, les Pays-Bas de l'époque, non sans avoir été arrêté, parce que l'archevêque commençait un peu à se méfier de lui, s'était aperçu qu'il avait des liens un peu bizarres avec les autorités catholiques, notamment l'ambassade d'Espagne, et il le fait arrêter. Il reste 40 jours en prison, on menace de le déporter dans les Bermudes, c'est-à-dire en fait à l'autre bout du monde, et il réussit à s'évader dans des conditions un peu rocambolesques. On le retrouve à Bruxelles, puis à Paris. De là à Paris, on le renvoie en Italie, mais arrivé à Gênes, un de ses amis se fait arrêter par l'Inquisition, et là il se dit c'est peut-être pas le meilleur moyen pour moi de venir finir mes jours en Italie, et donc il regagne Paris. Ce qui est intéressant, c'est quand il regagne Paris, il vient de publier un livre en passant à Lyon qui s'appelle l'amphithéâtre de l'éternelle Providence. Et quand il arrive à Paris, lui qui est un Italien se retrouve dans une ville qui est dominée par les Italiens. En effet, Henri IV est mort en 1510, Louis XIII est encore un jeune enfant ou un jeune adolescent, et la cour est dominée par Marie de Médicis, donc une Italienne,
et par Concini, un autre Italien, un proche de Marie de Médicis, et les Italiens contrôlent toute la cour de France au palais du Louvre. Ça lui permet d'ailleurs d'avoir très rapidement ses entrées à la cour, puisqu'il est nommé aumônier du régiment des Suisses. Le régiment des Suisses, c'est la garde personnelle du roi. C'est la garde personnelle de Louis XIII, dont le responsable est un de ses protecteurs qui s'appelle Bassompierre, un futur maréchal. Et donc Vanini se sent vraiment dans une situation très favorable, très libre, on pourrait dire. Et il publie un second livre qui s'appelle « Les admirables arcanes de la nature », qui est un développement assez large de toute la philosophie naturelle, c'est-à-dire de toutes les sciences de l'époque, mais surtout qui se termine par une série de réflexions sur la religion, dans laquelle il dénonce en fait pratiquement tout ce qui sert de support à la religion. Il se moque des miracles, de l'immortalité de l'âme, etc., etc. Et ce livre est publié sous son nom, publiquement, à Paris, tout simplement parce qu'il se croit intouchable, puisqu'il appartient, il est lié à la cour. Le seul problème, c'est qu'à cette époque-là, les Italiens se heurtent à une vive opposition, notamment de la noblesse française, qui va aboutir au bout de quelques mois à l'assassinat de Concini. Et donc, dans ce revirement de situation, la Sorbonne, qui avait autorisé le livre, le condamne. Et Vanini donc, va se retrouver fin 1616 en position très délicate à Paris, car les Italiens sont pourchassés un peu de tous les côtés, et que de l'autre côté, lui, en tant qu'auteur d'un livre impie, se voit condamné aussi par les autorités religieuses. Et c'est ce qui explique très certainement, en tout cas les quelques documents que l'on a vont dans ce sens, son arrivée à Toulouse, car il est reçu, et là on en arrive un peu à l'objet de notre colloque, il est reçu par un puissant personnage, Adrien de Montluc, qui est le gouverneur du comté de Foix, et qui est un très proche ami de Bassompierre, qui était son protecteur à Paris, et qui dirigeait donc le régiment des Suisses. Et donc, quand nous avons abordé ce colloque, nous avons estimé qu'il n'était pas utile de revenir sur toute la vie de Vanini, mais peut-être se concentrer sur Toulouse, puisqu'on avait décidé de réfléchir à la notion de liberté à Toulouse, et de voir en quelque sorte qu'est-ce que c'était que Toulouse vers 1619-1620, lorsque Vanini y vit, quel était le climat dans cette ville, quels étaient les personnages qu'il a rencontrés, pourquoi a-t-il été arrêté, pourquoi le Parlement l'a condamné si sévèrement. Et donc, on a fait appel à un certain nombre de spécialistes de Vanini, mais aussi de spécialistes de différentes questions touchant la vie toulousaine au début du XVIIe siècle, pour essayer d'y voir plus clair, d'avoir une idée plus large de cet environnement. Alors, parmi les spécialistes de Vanini, deux d'entre eux se sont intéressés à la question de la liberté. Francesco Paolo Raimondi, qui est un Italien, traducteur de Vanini, un des grands spécialistes de Vanini, a fait un développement très intéressant sur ce que Vanini dit dans ses livres sur la liberté. On voit effectivement que l'on a un homme qui défend avec beaucoup d'acharnement la liberté de philosopher contre toutes les contraintes, que ce soit les contraintes qui étaient très fortes à cette époque-là dans l'univers qu'on appelle scolastique, à savoir un respect presque absolu d'Aristote et des autorités des anciens. Vanini, qui se réclame de l'aristotélisme, dit « Je suis disciple d'Aristote, mais je suis encore plus disciple de la vérité ». Et donc, il affirme sa supériorité de philosopher, mais aussi par rapport à la théologie et par rapport à la religion. Il y a là tout un développement qui s'appuie d'ailleurs sur une réflexion philosophique, ça Raimondi le montre bien, montre que c'est un très bon connaisseur des débats qui agitent les philosophes depuis le Moyen-Âge, la Renaissance et le début du XVIIe siècle. Je pense par exemple au grand débat qu'il y a eu entre Erasme et Luther sur le libre arbitre que défendait Erasme et le serf arbitre que défendait Luther. Donc il y a toute une série de réflexions autour de cet ordre-là et surtout une affirmation très forte de la supériorité de la philosophie, d'une philosophie libre sur toute autre contrainte, notamment les contraintes théologiques. Que ça, c'est fortement développé par Raimondi. Et un autre spécialiste qui est, je dirais, presque un Toulousain, puisqu'il enseigne à l'université, tout en étant membre de l'école des hautes études, Jean-Pierre Cavaillé, lui va s'intéresser à la manière dont cette idée de la liberté que défend Vanini et que vont reprendre ce qu'on appelle les libertins érudits au XVIIe siècle, qui vont lire Vanini et s'en inspirer, ce que cette idée a provoqué comme débat dans la société française au XVIIe siècle, où l'on voit effectivement une forte réaction de religieux
comme le jésuite Garas ou le mini Mersenne, qui s'effraient de cette revendication d'une liberté sans entrave de pensée, en estimant que, en fait, on débouche sur une anarchie, sur une incapacité, en fait, d'encadrer la société. Et alors que les libertins, bien sûr, vont, eux, de façon parfois assez discrète, parce qu'ils savent que ça peut coûter cher d'affirmer ce genre d'idée. Vanini l'a payé de sa vie, de façon un peu discrète, et Cyrano de Bergerac fait partie un peu de cet univers. Les libertins du XVIIe siècle vont avoir une grande admiration pour Vanini. D'autres interventions vont s'intéresser à des aspects, je dirais, plus liés à la biographie de Vanini. Par exemple, 2 protecteurs de Vanini ont été évoqués dans des textes. Adrien de Montluc, qui était un homme très cultivé, ce gouverneur du comté de Foix. Il avait dans son entourage de grands poètes. Un grand poète de langue française, disciple de Malherbe, François de Ménard. Et un grand poète de langue occitane, certainement le plus grand poète de langue occitane de l'époque, Goudouli, qui a dédié son Rameli Mundi à Adrien de Montluc, c'est-à-dire au protecteur de Vanini. Adrien de Montluc avait créé aussi une académie des philarettes, des amoureux de la vertu, qui réunissait quelques écrivains, etc. Et il est fort possible que Vanini ait participé à ce petit cénacle, qui est une des premières expériences académiques toulousaines au XVIIe siècle. Coralie Billard donc, étudie l'œuvre d'Adrien de Montluc, car il a écrit aussi des livres très curieux, très, très complexes à lire, et elle essaie de pénétrer un peu dans l'univers mental d'Adrien de Montluc et de ses proches. Un autre personnage que l'on connaît moins bien, c'est le baron de Montaut, c'est-à-dire un grand aristocrate de la région du Comminges, de la Bigorre et de la région de Tarbes, là, le nom m'échappe, peu importe. Donc Jean-Christophe Sanchez, qui connaît très très bien l'univers aristocratique de ces régions pré-pyrénéennes, fait une étude sur la famille de Montaut, qui est un personnage lui aussi certainement très intéressant, qui mérite d'être beaucoup mieux connu. Sanchez aussi étudie un autre personnage de la même région qui s'appelle Francon, qui est très intéressant parce que c'est lui qui a dénoncé Vanini. Grâce à l'étude de Sanchez, on voit qu'il appartient à une famille catholique qui a été très impliquée dans les guerres de religion, et que lui-même, d'ailleurs, va s'impliquer dans la 9e guerre de religion, comme on l'appelle parfois, notamment pendant le siège de Montauban en 1621, donc 2 ans après la mort de Vanini, et Francon, qui avait dénoncé Vanini, et c'est lui qui l'a amené devant le tribunal, en fin de compte. Francon meurt pendant le siège de Montauban, il est blessé et il ne survit pas à ses blessures pendant le siège de Montauban. Il est dans l'armée de Louis XIII qui attaque cette citadelle protestante. Là, on a des éléments biographiques qui sont d'ordre intéressant. Et puis, on a des réflexions aussi sur l'univers culturel. Par exemple, c'est l'époque où Montmorency, qui fut exécuté lui aussi un peu plus tard à Toulouse, est le gouverneur du Languedoc. Il a parmi ses proches Montluc, Montaut, c'est-à-dire des gens qui sont très proches de Vanini. Et Montmorency est présent à Toulouse pendant le procès de Vanini. Et c'est l'époque du carnaval, et il donne de très grandes fêtes dans la ville. Très grandes fêtes auxquelles participe notamment Goudouli, qui est présent, et toute la noblesse du Languedoc. Et ça donne quelque chose d'assez baroque, où au moment même où on exécute dans les conditions qu'on a vues Vanini, avec des gens qui étaient des protecteurs de Vanini ou qui passaient pour protecteurs de Vanini, qui sont présents et qui participent à ces grandes fêtes aristocratiques qu'organise Montmorency à l'occasion de sa venue à Toulouse. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres études très intéressantes sur la justice à Toulouse, sur le Parlement. Alors, une étude de Pierre-Jean Souriac sur les parlementaires qui ont jugé Vanini, quand on connaît leur nom. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, appartiennent à ces familles très catholiques qui avaient participé aux guerres de religion et qui avaient persécuté les protestants, même si, comme il le montre, il y a discussion parmi les parlementaires. Tous ne sont pas nécessairement, et on le sait parce que Vanini n'a pas été condamné à l'unanimité, mais à la pluralité des voix. Donc, un certain nombre de gens ont refusé de le condamner. Et donc, ces milieux parlementaires sont bien analysés par Pierre-Jean Souriac avec l'arrière-plan, justement, des guerres de religion. Et Jacques Thomas fait une étude sur la façon dont on a organisé le procès de Vanini. Parmi les choses qui sont d'ordre, bien sûr, juridique, très intéressantes pour les historiens, il souligne une chose, c'est que c'est la première fois en France que l'on condamne quelqu'un pour athéisme. La condamnation de blasphème était courante, le péché par la langue, c'est pour ça d'ailleurs qu'on coupait la langue aux blasphémateurs. Cette condamnation était courante, bien que la sévérité de la peine de mort ne soit pas toujours appliquée, car elle ne figure pas dans les édits royaux.
C'est une jurisprudence très sévère qu'il impose, mais aucun édit royal ne préconise la peine de mort pour les blasphémateurs. En revanche, nulle part dans les textes juridiques de l'époque, il n'est question de l'athéisme. Et c'est la première fois à Toulouse, donc, avec Vanini, que l'on va condamner quelqu'un pour athéisme. Il y aura un peu plus tard, quelques années à peine plus tard, un autre écrivain, le poète Théophile de Viau, qui lui aussi va être accusé par le Parlement de Paris sur le chef d'accusation d'athéisme. C'est en 1623, à peu près 24-25. Donc c'est quelque chose de nouveau, l'athéisme. Et Vanini, d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, passe pour un des premiers grands théoriciens de l'athéisme dans la culture occidentale moderne. Il y en a eu bien sûr dans l'Antiquité, mais au Moyen-Âge et à la Renaissance, on a quelques signes qui montrent que des personnes s'étaient éloignées très loin de la religion, peut-être même en devenant complètement des athées. On a quelques éléments qui apparaissent notamment dans les interrogatoires de l'Inquisition ou pendant les guerres de religion, mais un philosophe qui développe de manière aussi cohérente les idées autour d'un matérialisme qui écarterait toute idée de transcendance et toute idée de Dieu, c'est Vanini certainement qui est le premier d'avoir développé ces choses de cette manière. Et donc Toulouse, par ce procès, disons, marque quand même l'histoire des idées bien au-delà des limites de notre région. Alors sur Vanini, on peut ajouter quelque chose qui prolonge un petit peu, c'est qu'il y a à la fois l'affaire Vanini, et puis ensuite il y a l'oubli de Vanini, ou le quasi-oubli de Vanini. Aujourd'hui, si on se rend place du Salin, à Toulouse, on voit le nom de Didier Foucault, puisqu'il s'est occupé de faire ressusciter en quelque manière Vanini, avec d'autres historiens, et on voit évidemment le nom de Vanini. Mais pendant très longtemps, Vanini a presque disparu de la conscience toulousaine, c'est assez récent. Au fond, les deux plus importants dans les années récentes qui ont fait réapparaître Vanini, c'est Didier Foucault, quelques autres historiens, mais lui en particulier, avec des conférences publiques, des livres, etc. Et puis aussi Serge Pey, dans l'espace de la poésie, puisqu'il a fait de Vanini, effectivement, une sorte de héros de la langue arrachée. Vous savez que la thèse de Serge Pey porte sur la langue arrachée, et donc Serge Pey voit dans Vanini une sorte d'ancêtre de Serge Pey, on va dire, quelque chose comme ça, voilà, réincarnation. Et donc cette histoire de la langue arrachée, Serge Pey remonte au thème de Philomèle et Progmée, le rossignol qui se fait arracher la langue pour avoir vu le viol de Philomène, et à partir du moment où on lui arrache la langue, il devient effectivement un poète, enfin le musicien. Voilà. Et donc la thèse de Serge Pey, c'est qu'effectivement le poète doit avoir la langue arrachée, parce que la langue ordinaire, celle que je parle par exemple, la langue de bois, la langue des professeurs, la langue des universitaires, c'est pas celle de la poésie qui mêle du sang et du plus fondamental. Mais on va dire, ce qui m'intéresse là, c'est juste ce fait, et peut-être tu vas y revenir un petit peu, il y a une sorte d'oubli de Vanini. Alors, je crois que les Toulousains, disons, vers 1900, à part quelques érudits, sans doute ne savaient pas qui c'était. En 1950, on ne savait guère non plus qui c'était. On n'en parlait pas à Place du Salin ou n'importe où ailleurs, etc. Je pense que le nom de Vanini n'apparaît pas sous la plume de Jaurès, mais là, il faudrait qu'il y ait Rémi Pêche qui nous dirait peut-être si c'est vrai ou faux. C'est un détail. En tout cas, il n'y a pas eu de statue de Vanini, il n'y a pas eu de boulevard Vanini, de rue Vanini, d'allée Vanini, mais maintenant, il y a. Voilà, petite rue Vanini, mais voilà. C'est modeste, voilà, mais bon, il y a les allées Jean Jaurès, mais il n'y a pas les allées Vanini, et puis il y a d'autres allées, etc. Donc il y a quelque chose comme une sorte de relatif silence sur Vanini qui a été entretenu et qui fait partie de... Alors, soit on peut le voir comme une sorte de culpabilité, soit comme tout simplement l'oubli. Et cependant, il y en a un qui n'est pas tout à fait un Toulousain, mais qui est un peu un Toulousain, un philosophe qui s'appelle Bayle, mais pas le même, qui en parle. Effectivement, Pierre Bayle, que certains d'entre vous, je pense, connaissent, qui est considéré comme un des premiers philosophes des Lumières, qui est à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui est né pas loin de Toulouse, dans l'Ariège actuel, au Carlabaille, qui porte désormais son nom, qui était un petit village protestant, né d'une famille protestante. Pierre Bayle donc a subi les persécutions des protestants au moment où Louis XIV révoquait l'édit de Nantes et a été obligé donc de se réfugier en Hollande, d'où il a publié un certain nombre de livres, donc un célèbre dictionnaire historique et critique qui est considéré comme un des premiers monuments du siècle des Lumières. Et auparavant, il avait publié les pensées diverses sur la comète. Alors, vous savez, il y avait beaucoup de textes sur les comètes, on attribuait beaucoup de choses aux comètes, y compris des superstitions diverses. Mais ce n'est pas vraiment ce qui intéresse Pierre Bayle, même s'il reprend ses idées. C'est qu'en fait, à l'intérieur de son livre, il y a une très longue digression sur la question de l'athéisme, en développant une thèse qui a été
perçu de façon très, très provocatrice, très scandaleuse, à savoir qu'une société d'athées, tout à l'heure je vous disais, pour les religieux, une société d'athées, c'est l'anarchie. C'est le chaos le plus... Parce que c'est des gens qui n'ont aucune morale, c'est des gens qui ne croient en rien et qui donc sont des sauvages. Eh bien, c'était l'idée qui prévalait généralement. Et là, pour la première fois, Pierre Bayle va dire le contraire, va dire une société d'athées peut être plus vertueuse qu'une société d'idolâtres. C'est-à-dire des gens qui ont une religion, qui devraient notamment les cadrer, les encadrer socialement, etc., mais qui n'ont pas le vrai Dieu. Autrement dit, ça élimine une grande partie des croyants de différentes religions. Et cette idée a été proprement scandaleuse. Et pour défendre cette idée, il va soutenir l'idée que le modèle de l'athée vertueux, c'est Vanini. Ce qui est peut-être d'ailleurs lui attribué un peu trop, parce que on a quelques exemples qui montrent que, tout en étant religieux, il évoque des maîtresses qu'il a eues. Par exemple, à Londres, lorsqu'il s'enfuit, l'archevêque de Canterbury fait fouiller les affaires qu'il a laissées et on trouve un livre de l'Arétin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Arétin, c'est un écrivain du XVIe siècle italien qui a écrit les sonnets luxurieux, souvent c'est des éloges de la sodomie, qui sont accompagnés de gravures très explicites. Et donc, il avait ça. Il est passé brièvement par Condom, en Gascogne actuelle, avant d'arriver à Toulouse, et il a été obligé de quitter la ville parce que, paraît-il, il aurait tenté de forcer une pauvre fille. Donc, il n'était pas si vertueux que ça, mais néanmoins, Pierre Bayle a vu en Vanini un athée vertueux, certainement en raison de la fermeté qu'il avait eue au moment de son supplice. Diderot aussi va beaucoup admirer cette attitude ferme qu'il va comparer à celle de Socrate. Il aura quelques admirateurs, mais c'est un auteur qui sera très mal connu parce que son univers mental, en fait, l'univers mental de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, l'époque de Vanini, c'est aussi celle de Galilée, un peu plus tard celle de Descartes, c'est-à-dire une mutation profonde dans la manière de penser la philosophie et de penser les sciences, et Vanini est resté en deçà. C'est-à-dire que quand vous lisez les développements sur la physique, sur la biologie ou autre, bien que ce soit le premier qui évoque l'hypothèse que l'homme pourrait descendre du singe, quand on regarde ces textes, ce sont des textes qui sont très difficiles à lire parce qu'on n'est pas dans l'univers mental de ce qu'on appelle la modernité. En revanche, sa modernité, elle est certainement dans la critique radicale qu'il fait de la religion. D'ailleurs, Voltaire ne regarde pas avec un bon œil Vanini, dans lequel, contrairement à Diderot, il voit juste un mauvais théologien, simplement. Et ensuite, il n'y a pas de postérité chez des gens comme Victor Hugo de Vanini, qui aurait pu en faire une sorte de héros, de je sais pas quoi, de la liberté, quelque chose comme ça, mais quelque chose gêne dans Vanini, pas son immoralité, quelques maîtresses éventuelles, mais peut-être sa radicalité, et peut-être aussi le fait que sa philosophie, ses pensées sont un peu difficiles à suivre. Alors, évidemment, tu as évoqué Adrien de Montluc. C'est un de ces personnages, et il y en a d'autres qui sont évoqués dedans, qui amènent à corriger un peu l'idée que Toulouse ne serait pas du tout un lieu de la liberté. Parce qu'il y a aussi à Toulouse, bon, si certes il y a une répression, voilà, on le sait bien, s'il y a un conservatisme très marqué, il y a aussi des figures très diverses. Et bon, évidemment, tu as évoqué Adrien de Montluc, personnage important qui n'est pas uniquement toulousain, mais qui circule un peu à Toulouse, l'Académie des Philarettes, plus tard, évidemment, lieu de la liberté, l'Académie des sciences, inscriptions et médailles, qui est effectivement une académie de la philosophie des Lumières, très typiquement, on n'a pas pour rien les bustes de Voltaire et de quelques autres dans nos salons, mais dans le colloque est évoqué un personnage qui est un peu méconnu aussi à Toulouse. C'est pas un héros de la liberté, mais un petit peu, ça devrait être une gloire de Toulouse. Et malheureusement, même l'adjoint à la culture qui s'appelle Grasse, quand je lui citais son nom, ne savait pas qui c'était. Il s'appelle Emmanuel Maignan. Alors, Emmanuel Maignan, ceux qui connaissent un peu le quartier minime, il y a une rue, c'était un minime. Et ce personnage était en effet un religieux, c'est un minime, dont le spécialiste est un ancien élève à moi et maintenant un collègue de l'université Jean Jaurès, Florent Libral, spécialiste de beaucoup de choses, mais en particulier de Maignan. Alors, Maignan est intéressant et le titre de l'article de Florent est très frappant, c'est « Celui qui a dit non à Louis XIV ». Celui qui a dit non à Louis XIV. C'est pas facile de dire non à Louis XIV. Alors, quelle est en gros l'histoire ? Bon, Maignan est dans un religieux, c'est aussi un astronome, un scientifique, comme il y en a beaucoup. Maintenant, on dirait une sorte de scientifique un peu amateur. C'est aussi un dessinateur et c'est aussi un spécialiste de ce qui s'appelle les anamorphoses, c'est-à-dire les systèmes de déformation de regard. Et donc, à Rome, il y a de magnifiques anamorphoses conçues et exécutées par Emmanuel Maignan sur des couloirs très considérables. Et donc c'est, on va dire, un spécialiste de l'optique, des questions comme ça. Donc, un scientifique
en même temps qu'un religieux, en même temps que ce qu'on pourrait appeler maintenant un littéraire. Et donc un personnage éminent à Toulouse. Et quand Louis XIV vient à Toulouse autour de 1660, le jeune Louis XIV a une idée. Alors on ne sait pas ce qui est tout à fait vrai et ce qui est légendaire. Enfin, il va voir Maignan parce qu'il se dit, je vais faire une académie des sciences à Paris, qui sera vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc je veux récupérer tous les types qui en province ou ailleurs seront des membres de cette académie. Et donc selon peut-être un peu la légende, Louis XIV va voir Emmanuel Maignan et lui dit « Salut, viens, suis-moi, voilà, l'Académie des sciences à Paris, ça serait bien. » Et donc la légende, probablement, mais quelque chose d'un peu vrai certainement là-dedans, Emmanuel Maignan ne va pas à Paris et il reste à Toulouse. Donc voilà, on a là d'une part effectivement un religieux de grande valeur, on a quelqu'un qui s'intéresse aux sciences, enfin, qui fait plus que s'intéresser, qui est un scientifique, qui est aussi, disons, un artiste, si on veut dire que les techniques de la métamorphose sont des techniques artistiques, et quelqu'un en tout cas qui est capable de dire non à Louis XIV, en tout cas de s'inscrire dans le paysage toulousain, véritablement. Là, c'est aussi une figure qui est un peu oubliée, qui est un peu dommage, parce qu'à Toulouse, on met un peu trop en avant peut-être les Cathares, et l'exposition récente a amené à problématiser un petit peu la question des Cathares. On oublie un peu les Visigoths, mais on oublie un petit peu parfois les figures comme Maignan, Adrien de Montluc, Adam Smith qui est passé à Toulouse et qui le critique, et bien d'autres importants. Le but d'un colloque n'est pas de faire un colloque de ce que certains appellent pour le Toulouse bashing, c'est-à-dire dire Toulouse n'est pas du tout la ville de Jean Jaurès, mais une ville de conservateurs et de rats, etc., catholiques et tout. C'est plus compliqué que cela, parce qu'effectivement, les parlementaires, les gens comme Baudry, etc., ne sont pas exactement des tyrans, des ennemis de la liberté, c'est plus compliqué que cela. Et les catholiques, si évidemment un certain nombre de catholiques ont massacré un certain nombre de protestants, ça il n'y a pas trop de doute là-dessus, c'est plus compliqué que cela. Bien sûr, quelqu'un comme Fermat est toulousain, même s'il est de Mont-de-Momaille, même s'il meurt à Castres, et c'est un catholique en effet, mais c'est un catholique en effet subtil, modéré, il siège à la chambre de l'édit à Castres, et donc, quoique catholique et toulousain très largement, ce n'est pas un fanatique religieux qui va torturer du protestant, etc. Et c'est un grand esprit, un des plus grands esprits du XVIIe siècle, toulousain et aussi européen, ça compte beaucoup. Donc le paysage est à nuancer un peu dans tous les sens. Ce que visait le colloque, c'est interroger l'espèce de mythe moderne, un peu publicitaire, parfaitement incarné dans la revue Autre Monde il y a quelques années. Bon, parce qu'effectivement, si on va dans les rues, on voit les cafés, etc., on voit la cave poésie, on voit quelques théâtres, etc. Bon, on peut très bien se dire Toulouse, il a liberté, mais on peut se dire la même chose à Nantes ou à Strasbourg, à beaucoup d'endroits, à peu près pareil, voilà, mais qui avait quand même une sorte de fondement, ce discours, en particulier dans la tradition de l'immigration espagnole, très important à Toulouse, enfin, le relié à la retirada, etc., etc. Et puis aussi la figure de Jean Jaurès et du socialisme toulousain. Tout ça est très important, les municipalités de Billières, etc. Voilà. Mais effectivement, Toulouse n'est pas simplement cette ville, disons, socialiste de la bibliothèque municipale, de Jean Montariol, de la place Pinel à laquelle je tiens beaucoup, qui est une place construite à l'époque de Billières par Jean Montariol et qui est effectivement un projet de liberté, de rencontre comme la bibliothèque municipale, comme la piscine municipale. Tout ça, ce sont des grandes œuvres modernes du socialisme toulousain, ce qui ne veut pas dire du Parti socialiste actuel nécessairement, mais enfin bon voilà, du socialisme toulousain de manière générale, tout ça est très important. Mais Toulouse n'a pas toujours été simplement cela. Il y a d'autres choses complexes à regarder dans le passé. Et c'était une des intentions de ce colloque qui était ouvert au public, et le livre aussi, de faire prendre conscience aux Toulousains qu'il y a une histoire de Toulouse qui n'est pas simplement celle, on va dire, des troubadours cathares, enfin de ce moment-là, dont on ne sait pas grand-chose, on raconte un peu n'importe quoi, mais enfin en gros, on l'aime bien. Et puis, l'histoire très récente, l'aviation, ça remonte un peu à Jean Jaurès, quelque chose comme ça, une vague idée de ça. Mais qu'il y a effectivement une longue histoire de Toulouse, dans les 16e, 17e, 15e, 18e siècles, qui est vraiment intéressante, qui est compliquée, avec le Parlement, avec des personnages qui circulent, avec des massacres de protestants, avec des figures effectivement de la liberté, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre. Effectivement, cette ville est une ville très importante, avec par exemple Loménie de Brienne qui construit les quais, etc. Enfin beaucoup de choses
choses très, très intéressantes. Et les Toulousains ont un peu oublié ce Toulouse de l'époque classique ou pré-classique, là où les Bordelais ont moins oublié cela. Les Bordelais sont beaucoup plus fiers de leur XVIIIe siècle, ils ont des raisons d'ailleurs de cela, que nous ne sommes fiers de notre XVIIIe siècle, fiers ou enfin méprisants, enfin peu importe, hein, on peut ne pas être nécessairement fiers. Mais enfin, considération sur ces époques-là, très anciennes, Toulouse, pour beaucoup de gens, c'est le pastel, les cathares et Jean Jaurès. Mais il y a d'autres choses, hein, voilà. Peut-être vous avez des questions qui pourraient agrémenter la fin de cette discussion. Merci pour cette magnifique élucidation d'une tragédie qui, à mon avis, c'est la question que je te pose, Didier, ainsi qu'au professeur Pestipon. Est-ce que dans le fond, ce n'est pas la métaphore de la tragédie de la démocratie en tant qu'axiome, postulat ou théorème, qui est aujourd'hui d'une intense actualité sur le plan géopolitique, c'est-à-dire la coexistence, comme disent beaucoup de philosophes aujourd'hui, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Le droit à l'athéisme, dans le fond, pour lequel Vanini a été sacrifié, sur un mode d'une cruauté intense, à mon avis, ça doit nous interroger. Alors j'aimerais savoir s'il y a eu des études, des historiens, des sociologues, des philosophes, pourquoi pas des psychanalystes, sur cette question de l'intense question qui est au fond de la démocratie, en cruauté. C'est-à-dire que la démocratie permet, dans son principe grec, avec Solon, avec Périclès, elle permet justement le litige, le désaccord, fondamentalement. Or, ce désaccord, ça ne se passe pas par le couteau, ça ne se passe pas par l'étranglement, ça ne se passe pas par la torture, ça se passe par les mots. Donc, d'une certaine façon, ça interroge quand même la transformation possible du matérialisme athée vers un matérialisme. C'est un néologisme de Lacan qui a été un peu étudié par les psychanalystes, qui est extrêmement intéressant, à savoir la guerre des mots, qui interdit la guerre des armes, des couteaux, qui aujourd'hui, de façon multiforme, revient aussi bien en Russie, en Ukraine, en Palestine, évidemment, dramatiquement, puis aux États-Unis aussi, où on se rend compte que la démocratie, profondément, depuis son origine grecque, elle est en crise profonde et multiforme. Voilà. Alors, pour répondre, disons, parce que là c'est une très vaste question, il est certain que des individus comme Vanini, de par leurs livres, de par leur action, de par l'influence qu'ils ont pu avoir, même si celle-ci n'a pas été gigantesque, elle a été réelle, notamment au XVIIe siècle, dans ces milieux qu'on appelle les libertins érudits, c'est-à-dire des gens qui essayaient de penser librement. C'est une étape vers la réflexion sur la tolérance qui se développe avec Pierre Bayle, Locke, et plus tard Voltaire et les philosophes des Lumières. C'est effectivement un premier pas, c'est-à-dire est-ce que l'on peut penser différemment ? Alors ça se pose avec les protestants, avec les juifs, avec d'autres communautés, mais aussi avec les athées, parce qu'effectivement, la chose qui semble la plus horrible pour une grande partie de l'opinion à cette époque-là, c'est de ne pas croire en Dieu. C'est vraiment quelque chose d'impensable pratiquement. Et déjà le fait de commencer à admettre que des gens puissent ne pas croire en Dieu, c'est un pas vers une société tolérante, pas nécessairement de démocratie. Alors Vanini n'est pas un démocrate, tout simplement parce qu'il a une réflexion sur la place du philosophe dans la société. Son idée majeure, c'est que les religions sont des créations de prophètes qui sont des imposteurs. Le thème du prophète imposteur est un thème très fort dans la culture libertine, qui sont des imposteurs qui utilisent l'autorité d'un dieu imaginaire pour imposer leur pouvoir personnel, mais au-delà de leur pouvoir personnel, pour pérenniser les lois qu'ils mettent en place, en ne les renvoyant pas à un homme, à eux-mêmes, mais en leur renvoyant à une divinité qui est supérieure à toute l'humanité, de façon à ce que ces lois puissent perdurer de par les générations après la mort du prophète. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas propre à Vanini, qui est déjà présente dans la culture européenne à cette époque, et qui est bien sûr éminemment scandaleuse, parce qu'il y a un thème des trois imposteurs. Les trois imposteurs, c'est Moïse, c'est Jésus et c'est Mahomet. Et c'est un thème récurrent que l'on retrouve un peu développé chez Vanini. Alors, le philosophe chez Vanini, quelle place il a ? On est dans une société où l'Église, ou les églises en général, sans nécessairement se caler sur le catholicisme ou quoi que ce soit, les églises, en fait, ce sont des imposteurs qui profitent de la situation et qui sont au service de princes
qu'ils servent, en fin de compte, grâce aux idées qu'ils diffusent dans la société. Et les princes peuvent imposer leur tyrannie, leur oppression sur les populations. Donc la religion est un instrument en fait de domination des populations au service des puissants, au service des princes. Voilà la théorie qu'il développe. Le peuple, lui, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez la plupart des libertains érudits, mais même chez les philosophes des Lumières comme par exemple Voltaire, qui n'était pas un démocrate, Rousseau c'est un peu différent, le peuple, lui, il est en proie à la superstition, parce que c'est lui qui a été en quelque sorte dominé, endoctriné par les églises et par la religion, et donc il va regarder le philosophe qui, lui, va prononcer une parole de vérité, comme quelqu'un qui vient faire de la perturbation dans l'ordre social. Et être, par exemple, considéré comme un sorcier. C'est l'époque de la chasse à sorcières aussi, l'époque de Vanini. Et donc, le philosophe est dans une situation de solitude absolue, parce qu'il dénonce l'imposture des puissants et des religieux, et il est incompris par le peuple, qui va le regarder en quelque sorte et le condamner aussi de la même manière que les autres. Il est pris entre deux eaux. Et cette idée du destin tragique du philosophe, on la retrouve chez Vanini, c'est-à-dire qu'il anticipe d'une certaine manière son supplice ultérieur. Il évoque par exemple le cas de Socrate, il évoque le cas d'Aristote qui quitte Athènes pour ne pas subir le sort de Socrate. Il dit à plusieurs reprises qu'une parole de liberté comme celle qu'il prononce peut conduire très loin et jusqu'à la mort. Il n'y a pas cette idée que le peuple pourrait être la ressource pour régénérer la société. Et ça, c'est une idée qu'on retrouvera plus tardivement à la Révolution, déjà chez des gens comme Rousseau, ou à la Révolution, à plus forte raison dans les courants socialistes. À cette époque-là, le peuple est considéré comme une masse manipulable que l'on peut utiliser et qui, en tout cas, n'est pas capable de transcender un peu sa situation d'oppression et de domination. D'ailleurs, dans le livre que Cyrano de Bergerac consacre en partie à Vanini, Les Étals et les Empires du Soleil, effectivement, lui, c'est un admirateur de Vanini. Alors, il le nomme autrement. Bon, il y a un tas de codages. Mais le peuple est effectivement affreux. Il n'y a pas du tout l'idée que Vanini et l'athéisme soient un espoir pour le peuple ou le peuple un espoir pour l'athéisme. L'affaire se joue entre gens de grande valeur, ce qu'on pourrait appeler des intellectuels, éventuellement des aristocrates qui se retrouvent entre eux, dont Adrien de Montluc ou le personnage qu'il fait apparaître un petit peu comme ça. Alors, évidemment, il y a une sorte de contresens historique à parler de démocratie avec Vanini, mais en fait, ce contresens, il est fécond parce que quand on fait de l'histoire, on peut le faire de deux manières. Soit de manière objective, historique, savoir vraiment, essayer de savoir le plus possible qu'est-ce que c'est que l'affaire Vanini. Et puis, on n'a pas encore fini. Bon, il y a un de nos collègues, je crois que j'aperçois quelque part, qui est là-bas, Christian Joachim, qui trouve des choses nouvelles sur Vanini. Donc ça, c'est un chantier en cours, véritablement, avec la vérité. Et puis, il y a un autre travail avec l'histoire, c'est de construire du sens pour ce qui nous intéresse. Et c'est vrai que pour nous, effectivement, la question que vous posez, monsieur, c'est vrai qu'elle est fondamentale. Le rapport entre la démocratie et la religion, ou les religions, est un sujet de débat vraiment fondamental. Et on a envie de se dire, effectivement, que Vanini, alors c'est une erreur historique, mais on peut très bien faire des statues de Vanini en ce sens-là, qui sont des contresens, mais qui en même temps... pour avoir du sens pour nous, c'est un héros de la liberté. Ce qui n'était pas le cas de Vanini, véritablement. C'est pas un démocrate, c'est évident. Et ces juges ne sont pas non plus des antidémocrates ou des démocrates. Pareil pour l'affaire Calas. Les considérations de Lafon sur Baudrigue et sur l'affaire Calas montrent que c'est un peu délicat de faire de l'affaire Calas quelque chose de trop moderne, de trop sympathique et de condamner trop fort, effectivement, les parlementaires toulousains, etc. Mais du point de vue que nous avons, nous, qui, en tout sens, qui ne sont pas des points de vue d'historiens, mais du point de vue de gens qui font de la politique, qui vivons en tant que citoyens et autres, on a parfois besoin d'avoir des figures dans le passé qui nous intéressent, qui peuvent s'appeler Calas, Vanini ou qui on veut, ou d'autres, qui nous permettent de poser des problèmes contemporains, parce qu'effectivement, les problèmes entre la démocratie et la religion, et en particulier avec les religions monothéistes, qui quelque part sont un peu le contraire de la démocratie, avec cette idée d'un dieu roi, en quelque manière, eh bien, on se pose, d'une façon ou d'une autre. Et là, on débattre, et on peut récupérer, discuter avec, disons, Vanini. C'est pas inintéressant que c'est une municipalité de Toulouse, démocratique, qui a mis place du Salin, cette place où tant de gens ont été exécutés pendant des siècles, des protestants et pas que des protestants, une plaque, pas très belle au demeurant, mais une plaque, disons, qui témoigne de l'attachement de la démocratie toulousaine actuelle à ce personnage de Vanini. Ce qui est un peu un contresens, mais qui en même temps est plein de sens.
Alors, on va peut-être arrêter là. Ceux qui veulent enrichir les presses universitaires du Mirail, qui sont excessivement pauvres, et dont je vois un des patrons là-bas, Philippe Chometti, et aussi la librairie Ombre Blanche, qui est très riche, elle, mais bon, qui quand même a besoin d'argent, voilà. L'ouvrage L'esprit de liberté à Toulouse au temps du Parlement, co-dirigé par Yves Le Pestipon et Didier Foucault, est publié aux Presses universitaires du Midi, collection Lettres et Culture. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le lundi 3 mars 2025 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.